Ok, alors bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo au sein de laquelle on va s'intéresser à l'action Uber. Donc le but de cette vidéo, ça va être d'analyser en détail à la fois sur le plan stratégique et financier l'entreprise Uber qui est cotée en bourse pour déterminer si oui ou non il est judicieux d'investir dans cette action. Donc comme d'habitude, la structure, elle est relativement simple. Tout d'abord, une bonne partie d'analyse stratégique de l'entreprise. Ensuite, une partie d'analyse financière grâce au site Zone Bourse. Et enfin, je vous donnerai mon avis personnel. Est-ce que oui ou non je vais acheter des actions Uber? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi également? Donc c'est parti. Donc avant qu'on rentre dans le détail du diaporama, on va déjà regarder un petit peu le cours boursier de l'action Uber. Il faut savoir que Uber, c'est une entreprise qui a été cotée en bourse en 2019. Donc, déjà préambule, je tiens à vous préciser, je mettrai le lien de ce site voilà, dans la description de cette vidéo. Donc, si on analyse le cours boursier d'Uber, on peut pas à première vue savoir si oui ou non c'est un bon investissement. Je rappelle que les meilleures sociétés ont en général un cours boursier qui augmente énormément, tout simplement parce que les cours boursiers des sociétés suivent l'évolution des bénéfices. En l'occurrence, Uber, c'est une société qui a été introduite en avril ou en mai 2019, en tout cas en 2019, et donc aucune réelle tendance se profile, d'autant plus que nous avons connu en mars 2020 le Corona Crack. Donc il est très difficile d'estimer à première vue si oui ou non Uber est un bon investissement. Donc pour en savoir un peu plus, on va tout d'abord analyser en détail tout ce qui gravite autour de la stratégie de l'entreprise, du business model de l'entreprise, etc. Qu'est-ce que fait l'entreprise? Quel est son secteur, etc. Donc, on repart tout de suite sur mon diaporama. Donc, investir dans l'action Uber, mon avis. C'est parti. Alors, tout d'abord, on va réaliser un petit état des lieux. Donc, Uber, aussi appelée Uber Technologies Incorporation, c'est une entreprise américaine qui est leader mondial des services VTC. VTC qui signifie véhicule de transport avec chauffeur. C'est une société qui a été fondée en 2009 et introduite à la bourse de New York sur le New York Stock Exchange en 2019. Donc, Uber, c'est une société qui est dans le secteur des technologies et des services. C'est une société qui est dans un secteur d'activité tertiaire, tout simplement. Donc concrètement, Uber développe et exploite des applications mobiles. Vous connaissez peut-être ou probablement l'application Uber sur votre smartphone. Donc Uber développe et exploite des applications mobiles de mise en contact entre utilisateurs et conducteurs qui réalisent des services de transport. Donc principalement pour des personnes, mais c'est également maintenant vrai pour des repas, des colis, etc. Donc en fait, Uber, globalement, on peut considérer que c'est une entreprise qui permet à n'importe qui de trouver un chauffeur de taxi, pour simplifier les choses, avec bien sûr des frais beaucoup moins importants. Donc le business model d'Uber, c'est de prélever des commissions sur les services de transport, sur les courses. Et autre chose, c'est Uber qui fixe les tarifications. On va voir par la suite que ça peut poser problème, mais enfin, dans tous les cas, le business model d'Uber, c'est de se prélever, de prendre des commissions sur chaque course et de fixer les tarifications. C'est un petit peu comme Blablacar qui prélève des commissions sur chacune des courses et qui prend des commissions en l'occurrence de 20%, ou comme Airbnb. Ensuite, quelque chose d'extrêmement important à comprendre, la stratégie corporate, la stratégie d'entreprise, l'objectif ultime d'Uber, c'est de miser sur les véhicules autonomes pour réaliser les courses. Ça, c'est l'objectif final, vraiment la finalité d'Uber. C'est ça que Uber cherche à faire. Alors, ça va pas être fait cette année ni l'année prochaine, mais en tout cas, Uber a pour objectif de miser sur les véhicules autonomes pour réaliser les courses. Ça, retenez-le bien parce que c'est très important. C'est vraiment la stratégie du groupe Uber. Ensuite, quelle est la proposition de valeur du groupe Uber? C'est tout simplement de mettre à disposition des services de course à la demande à tarif abordable puisque Uber concurrence les taxis et de manière simple et flexible. C'est-à-dire que vous, sur votre smartphone, vous pouvez commander un Uber un peu quand vous voulez à des tarifs acceptables et de manière flexible. Donc le positionnement stratégique de Uber, c'est d'être le leader des services de mobilité urbaine d'aujourd'hui et surtout de demain. Et les avantages concurrentiels d'Uber, puisque Uber a certains avantages concurrentiels par rapport à des concurrents que je vais détailler par la suite,
Eh bien, Uber, tout d'abord, c'est le leader du marché sur le secteur des services de véhicules de transport avec chauffeur, des VTC. Ensuite, Uber est présent à l'international. Uber dispose également d'une forte influence puisque Uber est très active dans toutes les activités afférentes au lobbyisme. Donc, Uber influence de manière relativement importante les décisions gouvernementales et notamment réglementaires. Et ensuite, également, quelque chose qui caractérise Uber, mais aussi des entreprises comme Goldman Sachs ou de grandes entreprises généralement, eh bien, Uber recrute des anciens politiciens haut placés, c'est ce qu'on appelle le pantouflage. Évidemment, dans l'objectif d'influencer les décisions gouvernementales en sa faveur. Donc c'est un avantage concurrentiel, mais on va voir par la suite qu'il y a quand même certaines barrières réglementaires relativement importantes pour que Uber se développe davantage. Mais on verra ça par la suite de la vidéo. Alors, quelles sont globalement les branches d'activité de Uber ? Alors, Uber, j'en ai répertorié 4, mais je vais détailler un petit peu surtout la première, puisque c'est la principale. Eh bien, les 4 branches d'activité, je m'excuse pour la petite faute ici, peu importe. Les 4 branches d'activité d'Uber sont tout simplement, en premier, et c'est l'activité principale du groupe, le service de transport de personnes. C'est ça initialement, c'est pour ça qu'Uber a été développé initialement. Ensuite, il y a Uber for Business, c'est tout simplement des services de prise en charge de déplacement professionnel d'employés. Donc là, c'est vraiment du B2B. Il y a Uber Eats, que vous connaissez probablement, service de livraison de repas. Et Uber Freight, service de transport de colis. Alors, si on se concentre un petit peu sur Uber en tant que tel, en tant que service de transport de personnes, puisque c'est l'activité principale, il y a différentes, je dirais, filiales, entre guillemets. Tout d'abord, UberX, qui concerne des véhicules... Alors, Uber, tout d'abord, ça concerne des véhicules plutôt haut de gamme. Ensuite, donc on est transporté par des véhicules haut de gamme. UberX concerne des véhicules un peu moins luxueux, à prix réduit, du coup, avec des chauffeurs professionnels proposant des berlines standards. Ensuite, il y a Uber Berlin, tout simplement des chauffeurs professionnels proposant des berlines de luxe, donc de belles voitures. Uber Van, chauffeurs professionnels proposant des vannes, donc je suis pas sûr que ça se développe énormément pour l'instant. Uber Pool, c'est un service permettant de partager son trajet avec un autre utilisateur situé près de soi et voyageant dans la même direction. L'objectif, c'est quoi ? C'est tout simplement de partager le prix du trajet, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a Uber Pop. Alors, Uber Pop, si je me souviens bien, c'est tout simplement, il y a des conducteurs particuliers occasionnels qui sont au volant de leur véhicule personnel. Mais petite précision pour Uber Pop, et c'est important, c'est un service qui a été suspendu en France depuis 2015, notamment pour des raisons de polémique et des critères vraiment très légers, entre guillemets, pour devenir chauffeur. Beaucoup trop laxiste. Et donc ce service, il est plus valable en France en tout cas. Ensuite, on a également Uber Green, ce sont des chauffeurs professionnels qui proposent des véhicules électriques ou hybrides. Il y a Uber Access, ce sont des chauffeurs professionnels qui proposent des véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite. Donc ça cible une très petite... le ciblage est très faible puisque ça concerne très peu de personnes. Donc c'est une cible de marché très étroite. Ensuite, on a également Uber Comfort. Donc ce sont tout simplement des véhicules, si je me souviens bien, des véhicules récents exclusivement. Donc ça, c'est plutôt pour respecter l'environnement. Et enfin, Uber Luxe, comme son nom l'indique, ce sont des véhicules de luxe, des véhicules luxueux. Évidemment, ça implique des tarifs forcément élevés qui sont surtout utilisés pour des occasions particulières. Je pense par exemple au mariage, aux choses comme ça. Mais toujours est-il que toutes ces différentes filiales, entre guillemets, d'Uber suivent le même principe. C'est tout simplement du service de transport de personnes. Et c'est vraiment l'activité principale du groupe pour l'instant et ça le restera encore pour longtemps. Ensuite, je vais pas trop détailler le reste puisque c'est assez logique. Voilà, c'est assez logique, tout simplement. Ensuite, si on avance encore, on va parler de l'actionnariat d'Uber, mais aussi de son réseau, parce que Uber, c'est une entreprise particulière qui a noué beaucoup de partenariats et qui a beaucoup d'activités de lobbying. Alors, petite précision, le lobbying, quand une entreprise exerce un lobby très influent,
Ça lui permet de contrôler les décisions gouvernementales, etc. Mais ça montre aussi que l'entreprise a besoin d'influencer les décisions pour continuer de prospérer. Donc, d'un côté, ça montre que l'entreprise est puissante, mais de l'autre, ça montre que finalement, dans son secteur d'activité, il y a beaucoup de menaces. Elle est assez menacée vis-à-vis des contraintes réglementaires. Mais bon, je vais en parler par la suite. Alors, la structure actionnariale du groupe. Qui est-ce qui achète des actions Uber? Qui est-ce qui est propriétaire de l'entreprise Uber? Alors tout d'abord, on retrouve SB Investment Advisor Limited, donc pour un quart du capital, Benchmark Capital Management Company, 8,8% du capital. Ensuite, Public Investment Fund, donc c'est un fonds de private equity pour 8, à peu près la même, 8,5%. Travis Kalanick, qui était un ancien haut placé de Uber, 5,8%. Et ensuite, beaucoup d'investisseurs institutionnels et individuels pour un peu plus de la moitié du capital. Mais globalement, dans toute la structure actionnariale, très majoritairement, on retrouve des investisseurs institutionnels. Rien qu'avec tous les fonds de placement qu'on retrouve ici, et même parmi le restant, on retrouve surtout des institutionnels. Les investisseurs particuliers sont relativement peu présents en proportion du capital dans la structure actionnariale du groupe. Ensuite, on va parler un peu des activités partenariales et de lobbying du groupe Uber. Alors, Uber a noué des partenariats tout d'abord avec l'assureur AXA. C'est-à-dire que Uber offre des assurances de santé et de décès gratuites pour couvrir les chauffeurs en cas d'incident. Alors, il faut savoir qu'il y a une particularité avec Uber. Les chauffeurs ne sont pas employés d'Uber, sont tout simplement des tierces personnes. Et donc, lorsqu'il y a un incident, ça permet à Uber de se dédouaner. Ça a créé des polémiques, on en reparlera par la suite dans la partie risques et menaces. Mais toujours est-il que Uber a développé des partenariats pour contrer un peu ces problèmes et aussi, au passage, pour éviter d'être mis en justice, tout simplement. Et on va voir par la suite que Uber a déjà été en justice. Ensuite, et ça c'est, je dirais, le plus important à noter dans cette petite rubrique, Uber est membre de grands groupes lobbyistes très influents comme Business Europe ou AmCham. Il y en a d'autres, mais ce sont les principaux, et notamment je pense à Business Europe. Donc voilà pour qui achète des actions Uber, qui est propriétaire d'Uber, et quelles sont les activités annexes, transversales je dirais, mais quelles sont les activités de lobbyisme et les partenariats d'Uber. Donc ensuite, pour donner quelques informations, Uber, le cours boursier, il est d'à peu près $35. Donc j'ai choisi de faire cette analyse sur Uber aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise, on me demande souvent de faire des analyses sur des entreprises qui ne coûtent, des actions d'entreprises qui ne coûtent pas très cher. Uber, c'est une entreprise qui est cotée, dont l'action est cotée à $35 approximativement. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette action. Et la capitalisation boursière de Uber. Et donc, je rappelle que la capitalisation boursière, c'est le cours boursier multiplié par le nombre d'actions. En l'occurrence, c'est 60,4 milliards de dollars en date du 23 mai 2020. Quelque chose d'important à noter, Uber n'est pas une entreprise, n'est pas une action qui est éligible au plan d'épargne en action, au PEA. Donc vous ne pouvez pas loger d'actions Uber dans votre PEA. En revanche, vous pouvez loger des actions Uber dans un compte titre ordinaire. Puisque c'est une entreprise cotée sur le New York Stock Exchange, bien évidemment, vous ne pouvez pas la loger dans un plan d'épargne en action qui est destiné à l'investissement dans les entreprises européennes, hors Suisse et hors Angleterre, pour simplifier les choses. Mais en revanche, vous pouvez la loger dans un compte titre ordinaire. Je le précise parce que la fiscalité du PEA, dans bien des cas, est plus avantageuse que celle d'un compte titre ordinaire. Donc, sachez-le, dans un PEA, vous pouvez pas loger d'actions Uber. Ensuite, quelques données supplémentaires. Uber, j'ai déjà dit, mais c'est une entreprise qui est implantée à l'international. Alors, Uber est présent de manière active activement présente dans plus de 600 villes. Et quand je parle de villes, je parle de grandes villes. Et dans plus de 500 aéroports. Pourquoi? Tout simplement parce que Uber, en tant que taxi, finalement, a beaucoup d'intérêt à opérer proche des aéroports. Ensuite, la concurrence directe d'Uber. Là, c'est un bon point. Pourquoi? Parce que les concurrents directs d'Uber sont de petits concurrents. On retrouve le cab, chauffeur privé, Snapcar et d'autres plus petits. Mais ce sont que de petites entreprises, seulement de petites entreprises. Je l'ai dit, Uber est leader mondial de son secteur, mais de loin. Et donc ça, c'est un très bon point. Bien évidemment, dans la concurrence directe, on retrouve évidemment
les taxis. C'est logique, puisque Uber concurrence directement les taxis. Ensuite, les clients d'Uber sont pour beaucoup des particuliers, donc c'est du business to consumer, B2C, mais aussi des professionnels. Comme je l'ai dit, il y a aussi des services professionnels comme Uber for Business, par exemple. Ensuite, en ce qui concerne les forces de Uber, tout d'abord, il y a quand même un avantage qu'on peut noter, le ciblage est ultra large. Que vous ayez 20 ans, 30 ans ou 50 ans, vous êtes potentiel client de Uber. Que vous soyez salarié ou simple vacancier qui part en vacances et qui se rend à l'aéroport, vous êtes potentiel client d'Uber. Ensuite, il y a autre chose d'important à noter, il y a potentiellement beaucoup d'activités qui pourraient être ubérisées. Donc, en fait, l'ubérisation, c'est un concept qui vient de Uber, et l'extension du concept à plusieurs secteurs économiques, en fait, est à l'origine du principe dit de l'ubérisation. Et on peut ubériser beaucoup de secteurs d'activité. Et donc ça, c'est quand même un très bon point. En fait, l'ubérisation, pour simplifier, c'est tout simplement l'utilisation de services permettant aux professionnels et aux clients de se mettre en contact de manière quasi instantanée grâce à des nouvelles technologies. Et c'est typiquement le cas d'Uber avec son application de mise en relation de personnes qui cherchent tout simplement à faire un déplacement et de chauffeurs qui proposent des courses. Par exemple, il y a d'autres secteurs qui ont été ubérisés et je pense notamment à des entreprises qui ont profité de ce que j'appelle l'ubérisation. On retrouve Airbnb, Blablacar, même Drivey, par exemple, ou encore même Amazon d'une certaine manière. Donc ça c'est un bon point puisqu'il y a beaucoup de secteurs qui peuvent être ubérisés. Donc Uber profite de cela. Ensuite, Uber ne possède aucun véhicule. Alors, il faut comprendre une chose, c'est une entreprise particulière Uber et vous allez le voir dans la suite. Il faut comprendre une chose, Uber ne possède aucun véhicule. Lorsque vous faites une course Uber, Uber ne possède pas les véhicules du coursier. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui utilisent leur propre véhicule pour proposer des courses via la plateforme Uber. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que l'entreprise Uber a extrêmement peu de coûts liés aux provisions pour dotation pour amortissement d'immobilisation corporelle, au bilan comptable. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement, lorsqu'une entreprise dispose d'une flotte de véhicules, ces véhicules se déprécient, ils perdent en valeur. Il faut les changer, par exemple, au bout de 10 ans. Eh bien, tous les ans, l'entreprise considérée doit provisionner un certain montant. Ce sont des dotations pour amortir en fait tout simplement les véhicules ce sont des immobilisations corporelles pour amortir la dépréciation de ces actifs et pour au bout de 10 années lorsque les véhicules doivent être remplacés pour être en mesure de pouvoir les racheter. Eh bien Uber n'a pas tant de coûts que cela en ce qui concerne, n'a pas tant de dotation pour provision pour dotation, tout simplement parce que Uber ne possède aucun véhicule. Donc Uber, c'est tout simplement un intermédiaire, c'est comme Blablacar. Et ça, c'est un très bon point. Ensuite, les chauffeurs Uber, et je crois que je l'ai déjà dit, sont légalement considérés comme des tierces parties, donc pas comme des employés, pas comme des salariés, ce qui permet à Uber de se dédouaner de toute responsabilité en cas d'incident. Alors, éthiquement, c'est pas une très bonne chose. Pour l'entreprise, ça permet de faciliter énormément de choses. Toujours est-il que, on va le voir par la suite dans les risques et menaces, Uber a déjà été en justice un certain nombre de fois et le fait que les chauffeurs soient considérés comme des tierces parties n'est pas toujours vrai et Uber ne peut pas toujours se dédouaner de toute responsabilité, mais on verra ça par la suite. Et ensuite, quelque chose d'important à noter selon moi, c'est la dimension sectorielle de Uber. Il faut comprendre que Uber opère dans un secteur qui est juridiquement instable, très instable. C'est un peu comme Airbnb. Pourquoi? Tout simplement parce que Uber fait directement concurrence déjà aux taxis. Les chauffeurs de taxi payent très cher leur licence pour être taxi, mais les chauffeurs Uber pas du tout. Ils n'ont aucune licence à payer, contrairement aux chauffeurs de taxi. Et il y a d'autres problèmes, il y a aussi le quid finalement du statut des chauffeurs. Comme je viens de le dire, ils sont considérés comme des tierces parties, donc des tierces personnes. Mais on pourrait considérer que finalement ce sont des employés d'Uber puisqu'il y a une relation de subordination entre les taxis et Uber. Et on pourrait considérer que ils travaillent, c'est un travail dissimulé, tout simplement.
plutôt que des prestataires externes. Et en plus de cela, c'est un secteur instable. Pourquoi? Puisqu'il y a de plus en plus il y a des villes qui ont interdit Uber. Il y a même des pays, il me semble, qui ont interdit Uber. Et tout simplement, il y a vraiment un trou juridique qui est en train de se combler finalement autour de Uber. Est-ce que Uber, les chauffeurs sont des taxis? Est-ce qu'ils doivent payer leur licence? Est-ce qu'ils sont finalement vraiment salariés de Uber? Donc, est-ce que c'est du travail dissimulé, etc. C'est un secteur encore juridiquement instable. C'est un peu comme Airbnb. Il y a des villes qui ont interdit Airbnb. Tout simplement parce que ça fait une concurrence déloyale aux groupes hôteliers, etc. Donc, faut faire très attention à ça. Pour moi, ça, c'est un point noir vraiment à ne pas oublier. Uber opère dans un secteur juridiquement très instable, selon moi. Alors, ensuite, alors oui, autre chose à dire, avant que je passe à la suite et que je vous explique qu'est-ce que l'action Uber, quel type de valeur c'est, etc. Je vais quand même détailler le fonctionnement de Uber. Donc Uber propose de géolocaliser tout simplement via smartphone. Je crois pas que je l'ai trop détaillé. Via smartphone, tablette, ordinateur, etc. Le véhicule le plus proche de soi pour ensuite le réserver. Le paiement est réalisé automatiquement à la fin de chaque course par prélèvement bancaire, comme pour Blablacar par exemple. La tarification des courses Uber, elle est réalisée par algorithme selon le type de service utilisé, la demande de transport, etc. La sélection des chauffeurs aussi, je tiens à le préciser, elle se fait sur la base de plusieurs critères, désormais en tout cas. Déjà le fait d'être autorisé à facturer pour le segment professionnel, il y a l'ancienneté du véhicule qui compte, le contrat d'assurance qui couvre le transport de passagers, la carte professionnelle VTC, il y a beaucoup de choses comme ça. Je le précise, avant, ça n'existait pas, mais comme on va le voir par la suite, il y a eu beaucoup de problèmes autour de Uber. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu sur Facebook des femmes qui disent qu'elles ne prendront plus jamais Uber, etc. On va voir tout ça par la suite. Donc, ensuite, la typologie de la valeur, tout simplement. On va parler de l'action Uber en tant que telle. Alors, Uber, c'est une valeur de croissance. Donc, le résultat net, autrement dit le bénéfice ou la perte de Uber, augmente de manière relativement significative. Et on va le voir après lorsque je vais vous montrer tout ce qui tourne autour des finances d'Uber dans l'onglet finances du site Zone Bourse. Donc le résultat net d'Uber croît de manière relativement importante année après année, ce qui est un très bon point, mais on va le voir, le résultat net d'Uber est toujours négatif, autrement dit Uber engrange des pertes. Mais la diminution de ces pertes année après année est relativement flagrante. Ensuite, autre chose, le résultat net croît de manière relativement instable néanmoins, mais la tendance de long terme, c'est plutôt que le résultat net est en augmentation. Ensuite, le résultat net, j'ai déjà dit, il est négatif. La société, elle enregistre clairement des pertes, mais la tendance, elle est haussière, ce qui est quand même intéressant. Autre chose d'important à noter, Uber, c'est une valeur spéculative. Si vous achetez des actions Uber, ne mettez pas tout votre argent dans cette entreprise. Maximum 5 ou 10% de votre portefeuille dans une valeur comme Uber. Et on va voir tout ça à la fin de la vidéo lorsque je vais vous dire si oui ou non il faut acheter Uber. Ensuite, en ce qui concerne la cyclicité de la valeur Uber, de l'action Uber. Alors, le secteur des VTC est moyennement cyclique. Il est relativement peu, mais je dirais moyennement puisque en raison de la crise du Covid, etc., on voit que finalement c'est relativement impacté. Mais la résilience qui est cependant relative, elle est limitée par des contraintes très nombreuses, notamment des contraintes juridiques et réglementaires, qui sont très coercitives, très contraignantes pour le développement d'une stratégie de pénétration de marché. Et ensuite, en ce qui concerne la politique de dividende, eh bien, sachez une chose, le dividende, il est nul. Il n'y a pas de dividende. Uber ne verse pas de dividende. Le dividende est inexistant. Mais c'est relativement logique puisque Uber, c'est une valeur de croissance. Une valeur de croissance a besoin de réinvestir énormément dans son propre développement, dans sa propre croissance. En général, les entreprises de croissance ne versent pas ou très peu de dividendes, contrairement aux entreprises dans les secteurs matures, comme Total par exemple. Et donc, vous n'avez pas de dividendes si vous achetez des actions Uber. Et a priori, je pense que durant les prochaines années, au moins les 5 à 10 prochaines années, Uber ne versera pas de dividendes du tout. Donc, ceux qui achètent des actions Uber, vous le savez, en bourse, on peut gagner soit avec le dividende, soit avec la plus-value, soit avec le dividende et la plus-value. Avec Uber, vous ne gagnerez potentiellement qu'avec la plus-value. Les actionnaires d'Uber
mise exclusivement sur le potentiel de croissance et de développement d'Uber et mise quasi exclusivement, je dirais, sur la capacité d'Uber à, d'une part, devenir rentable et d'autre part, à savoir exploiter efficacement les véhicules autonomes, c'est-à-dire sans chauffeur, tout simplement. Mais encore une fois, j'émets quelques réserves sur cette stratégie du groupe puisqu'elle paraît pour l'instant relativement complexe à mettre en œuvre. Donc ensuite, on va tout simplement faire l'analyse financière sur l'exercice 2019, donc l'an dernier. Pour information, le ticker ou le code mnémonique de Uber, c'est tout simplement UBER, Uber, et le code ISIN, c'est le suivant. Donc si vous voulez trouver l'action Uber très facilement, vous tapez ça dans chez n'importe quel courtier, Bourse Direct, Boursorama ou intermédiaire, ou Bourse Direct par exemple, ou Zone Bourse, je veux dire, excusez-moi, vous tapez ça et vous trouvez Uber. Ça c'est le code ISIN de Uber. Voilà, US 903, etc. Donc, on va partir sur les finances de Uber. Donc déjà, comme je l'ai dit, c'est une action qui est cotée $35 américains. On va rester en dollars parce que c'est une action américaine. Je vous l'ai déjà montré, mais le cours boursier de Uber ne peut pas être exploité en tant que tel simplement sur la durée depuis laquelle l'action est cotée en bourse, puisqu'elle a été introduite en bourse en 2019. Alors pour le profil de la société, je vais pas trop rentrer dans le détail puisque c'est déjà un peu tout ce que je vous ai expliqué et j'ai pas envie que la vidéo elle soit trop longue. On m'a souvent demandé de faire des vidéos un peu plus courtes et j'essaie de le faire. Mais si vous voulez comprendre en détail comment fonctionne Uber, je vous conseille d'aller directement sur le site d'Uber et de bien analyser ce qui est dans la société. Vous retrouvez les ventes par région. Je l'ai pas précisé, mais Uber réalise principalement des ventes aux États-Unis. Peut-être aussi parce que les contraintes légales et réglementaires sont plus souples aux États-Unis qu'en Europe, en l'occurrence. Vous avez les ventes par activité, donc principalement les rides, les courses. Uber réalise 3/4 de son chiffre d'affaires grâce à Uber, tout simplement, les Uber VTC, les courses Uber. Vous avez des informations concernant la direction de l'entreprise. Je précise une chose, la gouvernance et la direction de l'entreprise sont relativement instables. Vous voyez que quand même dans le PDG le président directeur général d'Uber est en place depuis 2017. On a d'autres personnes très haut placées qui sont en place depuis 2018. Il y a peu de personnes qui sont là depuis 2009, à part le directeur d'Uber. Donc c'est une entreprise où il y a beaucoup de rotation au niveau de la direction, ce qui est quand même relativement mauvais signe. Ensuite, le flottant de l'entreprise, il est de plus de 90%. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi toutes les actions Uber, tout le capital d'Uber, il y a plus de 90% qui est directement échangeable en bourse. Il faut comprendre une chose, c'est qu'on a des actionnaires, ici institutionnels, qui ont une bonne partie du capital. Par exemple ici 25,7%, ici 8,7%, 8,4%, etc. Et dans le même temps, on a plus de 92% de flottants. Le flottant, c'est tout simplement, le capital flottant, c'est la proportion du capital qui est directement échangeable en bourse. Autrement dit, il y a 92,6% de toutes les actions Uber qui sont directement échangeables en bourse. Ça veut dire quoi? Quand on a des investisseurs qui disposent d'une bonne partie du capital, mais que le capital flottant est très élevé, ça veut dire que ces investisseurs ne sont pas engagés sur un très long terme. Potentiellement, ces investisseurs institutionnels pourraient revendre leurs actions, d'où un flottant aussi élevé. Normalement, rien que si le premier investisseur était engagé à long terme, eh bien, le flottant maximal serait de 74,3%. C'est 100% moins 74,3%. Donc, restez méfiants. Ensuite, donc là, on a différentes marques d'Uber, dont Uber Eats, Uber, etc. Il y en a d'autres, il y a aussi des toutes petites filiales, mais j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails parce qu'elles représentent une proportion très faible du chiffre d'affaires. Donc on va maintenant s'intéresser aux finances du groupe, c'est ce qui nous intéresse. Donc tout d'abord, la capitalisation, donc cours boursier $35, capitalisation boursière 60,4 milliards de dollars américains, en date du 23 mai 2020. Ensuite, quelque chose d'important à noter, le Price Earning Ratio, le PER, c'est-à-dire le ratio capitalisation boursière divisé par résultat net est négatif. Ça traduit quoi? Ça traduit un résultat net de l'entreprise qui est négatif. Donc, je vais tout simplement m'attarder un petit peu sur, tout simplement sur les finances de l'entreprise. Uber, c'est une entreprise. Alors, les barres noires, je rappelle, c'est l'évolution du chiffre d'affaires.
les barres jaunes du résultat d'exploitation, les barres vertes du résultat net. Et on a les marges d'exploitation et net en vert et en jaune et en vert, qui sont tout simplement des ratios entre le résultat net et le chiffre d'affaires, et entre le résultat d'exploitation et le chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que globalement, la tendance au long terme, donc les barres noires, du chiffre d'affaires d'Uber, qu'on peut voir ici, elle suit une tendance haussière. Vous voyez, on passe de 11 milliards à 14. En 2020, on repasse à 13, mais c'est normal, puisqu'il y a la crise sanitaire et même économique qu'on traverse actuellement, puisqu'il y a encore peut-être un tiers de l'humanité qui est confinée. Bien évidemment, vous vous doutez bien que les courses Uber ne battent pas leur plein actuellement. Mais globalement, la tendance de Uber en termes de chiffre d'affaires, en termes de volume de vente, tout simplement, elle est haussière au long terme, et elle suit une tendance relativement importante. Ensuite, on a un résultat d'exploitation qui lui aussi, alors est négatif, clairement, c'est un résultat d'exploitation qui est négatif, mais vous voyez qu'entre deux... Alors évidemment, tout ce qui est à partir de 2020, ce sont des résultats prévisionnels, mais on voit que entre 2019 et 2022, le résultat d'exploitation devrait passer de 8,6 milliards de dollars américains à moins 1,3 milliard de dollars américains. Ce qui est un très bon signe, puisque même si l'entreprise est encore en déficitaire, on voit que la progression des chiffres est relativement significative, puisque l'entreprise améliore grandement ses finances année après année. Et petite précision intéressante, sachez que Tesla récemment est enfin devenu rentable, et le cours boursier de Tesla a explosé littéralement à la hausse une fois que Tesla est devenu rentable. C'est-à-dire une fois que son résultat net était supérieur à 0. C'est-à-dire une fois que l'entreprise dégageait du bénéfice. Donc c'est aussi un point à considérer et à garder à l'esprit. En toute logique, le résultat net, il est négatif aussi, puisque le résultat d'exploitation est négatif. Donc les résultats nets, c'est tout simplement le résultat d'exploitation auquel on le résultat net, c'est le résultat d'exploitation auquel on applique des dégrèvements en ce qui concerne les impôts et taxes. Donc forcément, le résultat net est toujours inférieur au résultat d'exploitation. Théoriquement, s'il n'y a pas de résultat exceptionnel, par exemple en 2018, le résultat net était positif, le résultat d'exploitation était négatif, tout simplement parce qu'il y a eu du résultat exceptionnel. Et globalement, le résultat net suit à peu près la même tendance que le résultat d'exploitation, c'est-à-dire un résultat certes négatif, mais qui s'améliore année après année. Donc évidemment, je ne vais pas vous parler des marges, puisque des marges négatives sont par définition inexploitables. Je ne vais pas vous parler du PER, puisqu'un PER négatif est par définition inexploitable. Et je ne vais pas vous parler du dividende, puisqu'il est inexistant. Et donc, alors, Zone Bourse a refait son interface, donc j'essaie de retrouver les informations clés, notamment le ROE, même s'il est négatif. Donc, idem, puisque le résultat est négatif, mais que les finances s'améliorent, on voit que la rentabilité des capitaux propres, c'est tout simplement le résultat sur les capitaux propres, s'améliore année après année. Donc, tous ces chiffres, une fois qu'ils seront positifs, seront vraiment exploitables, mais ils suivent une bonne tendance, c'est-à-dire que les chiffres s'améliorent année après année. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de relativement important. Alors évidemment, le ratio de versement dividende, le payout ratio, je sais pas où il est écrit, mais il est de 0%, voilà. Tout simplement parce que Uber, je l'ai dit, ne verse pas de dividende et n'en versera probablement pas avant très 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 longtemps, avant plusieurs années. Mais tout de même, on voit que c'est une entreprise de croissance, puisqu'on voit clairement que les chiffres sont en très nette augmentation année après année, même si pour l'instant on est toujours... on est clairement dans des chiffres négatifs. Et quelque chose d'assez... On est vraiment dans le négatif, puisque les marges d'exploitation et nettes de Uber sont de plusieurs dizaines de pourcents. En 2019, c'était moins 60% de marge brute et nette. En 2020, a priori, la marge d'exploitation, ce serait encore de au moins 30, et ce serait peut-être un peu plus, a priori. Et c'est seulement à partir de 2022 qu'on aurait des marges qui se rapprocheraient de zéro. Donc on peut émettre l'hypothèse qu'à partir de 2023, Uber serait rentable. Mais comme on va le voir dans la suite de la vidéo, il y a deux issues pour Uber. Soit c'est le jackpot à partir d'ici quelques années, soit c'est le fiasco. Et on va voir pourquoi. Donc,
Voilà pour les résultats. Sachez que Uber, c'est une entreprise qui réalise des pertes, qui n'est pas encore rentable, qui ne le sera peut-être jamais, mais en tout cas, le chiffre d'affaires suit une tendance clairement haussière et le résultat d'exploitation, le résultat net est en augmentation, même s'il reste négatif, il est en amélioration année après année et c'est un très bon point. Il y a beaucoup d'entreprises de croissance, je le précise, qui au départ sont largement déficitaires, mais qui année après année améliorent leurs finances. Par exemple, Tesla a été très longtemps, pendant de nombreuses années, à réaliser des pertes colossales avant de devenir une entreprise rentable. Et pour beaucoup d'entreprises de croissance, c'est toujours comme ça. Mais Tesla, c'est un peu différent d'Uber, puisque Tesla, c'est vraiment une entreprise qui investit massivement en recherche et développement, etc. Tesla doit construire les véhicules, etc. Uber, c'est différent, c'est pas le même business model. Ensuite, quelque chose à noter, le free cash flow de Uber, on pouvait s'y attendre, mais je précise, dans tous les cas, il est négatif. Donc, c'est logique, mais parfois, il y a des entreprises qui ont un free cash flow positif malgré un résultat qui n'est pas forcément positif. Et donc, ça, je précise quand même que le cash flow courant de l'entreprise est négatif. Ensuite, la rentabilité des capitaux propres elle est négative puisque le résultat net est négatif. La rentabilité des actifs, elle est négative également puisque le résultat est négatif et les actifs sont forcément positifs. Petite précision, lorsque vous analysez des actions en bourse, il est souvent plus intéressant de s'intéresser au return on assets, autrement dit la rentabilité de tous les actifs, plutôt qu'au ROE, return on equity, à la rentabilité des capitaux propres. Pourquoi? Tout simplement parce que les capitaux propres peuvent être diminués par une entreprise qui rachète ses propres actions et donc fausser la rentabilité réelle des capitaux propres, qu'il faut réajuster et recalculer avec des ajustements comptables. Alors que les actifs ont une valeur à partir de laquelle qui ne peut pas être entre guillemets manipulé et sur laquelle on peut avoir des chiffres relativement fiables. Évidemment, c'est négatif, mais encore une fois, on voit que la tendance, elle est encourageante. Ensuite, le book value per share, c'est tout simplement l'actif net par action. Donc ça veut tout simplement dire combien vous récupérez de dollars si toute l'entreprise doit être vendue. Donc c'est tout simplement l'actif global divisé par la capitalisation boursière, et si on extrapole l'actif net par action, et donc vous voyez que si l'entreprise fait faillite, en 2020 vous récupérez 5,6 $, sachant que l'entreprise est à une cotation de 35 $. Donc il ne faut pas trop se fier à ça, et ça dépend aussi de la liquidité des actifs, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Ensuite, et donc c'est le cours sur ActiveNet qui fait la liaison entre le cours boursier de l'action et le book value per share. Ensuite, on va regarder un petit peu la situation financière et l'endettement de l'entreprise Uber. Donc en 2019, Uber avait presque 6 milliards de dollars de trésorerie, ce qui était un avantage considérable pour préparer la stratégie du groupe Uber. Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, tout ça, c'est complètement terminé. En 2020, Uber engrange des pertes et la dette long terme d'Uber est d'à peu près 1,5 milliard de dollars américains. Pour l'instant, ça pourrait s'empirer pour 2020. Et évidemment, puisqu'il y a des incertitudes sur l'avenir, en 2021, ça s'améliore pas, puisque le prévisionnel est de moins 3,7 milliards de dollars américains. Je précise une chose, en général, pour analyser le niveau d'endettement d'une entreprise, on utilise ce qu'on appelle le leverage, c'est-à-dire la dette sur l'EBITDA. Ici, on peut pas parce que l'EBITDA est négatif. Donc, c'est pas exploitable. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on voyait bien, on n'a pas une courbe. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble rapidement en prenant une comparaison avec, par exemple, Total. Si on prend Total, qui est une entreprise endettée également, vous voyez que sur l'onglet Finance, on a une courbe qui s'appelle le leverage. Et donc, puisqu'on a un résultat d'exploitation positif, mais une dette long terme. Et donc, il faut que ce leverage il soit inférieur à 4. On voit qu'en 2020, pour Total, il est de 2,3, 2,277, ce qui est raisonnable. Pour Uber, on n'a pas cela puisque l'EBITDA est négatif. Donc, si vous voulez savoir si le niveau d'endettement reste correct pour l'entreprise, vous prenez tout simplement la capitalisation boursière, 60 milliards de dollars. Vous prenez le cours sur ActiveNet, il est de 6,25.
et vous divisez la capitalisation boursière par l'actif net. Donc 60 divisé par, on va le faire rapidement. Et il faut que la dette long terme soit inférieure à ce chiffre. Autrement dit, il faut que la dette long terme soit tout simplement inférieure à la valeur des actifs de l'entreprise. Donc si on prend 60 milliards divisé par 6,25, il me semble qu'on a dit, ça nous fait 9,6 milliards. Il faut que la dette long terme de Uber soit inférieure à 9,6 milliards. On va dire 9 milliards. On voit qu'on est à moins 1,47 milliards de dollars, ce qui est correct. Et moins 3,87 en 2021, ce qui reste correct. Donc voilà pour les finances de l'entreprise Uber. Donc maintenant, on va passer à la suite du diaporama. Donc maintenant, on va parler de ce qui fâche, on va parler des problèmes, on va parler des risques et des menaces qui pèsent sur l'entreprise Uber. Alors si vous êtes intéressé par cette entreprise, je suis désolé de vous l'apprendre, mais il y a énormément de menaces qui gravitent autour de cette entreprise et de ce secteur d'activité. Tout d'abord, et là je me base notamment sur l'historique des événements qui ont existé, qui sont déjà intervenus dans l'histoire d'Uber. Eh bien, il y a les pressions exercées par les communautés de taxis. Pourquoi ? Puisque c'est de la concurrence complètement déloyale. Un taxi doit payer une licence extrêmement chère pour opérer. Les chauffeurs Uber n'ont rien à payer. Ensuite, il y a déjà eu des poursuites judiciaires pour concurrence déloyale, puisque le travail assimilé à la profession de taxi, le travail est assimilé à la profession de taxi, mais sans licence. Il y a également des pratiques abusives qui sont issues de cette concurrence déloyale. Ensuite, il y a eu également des controverses pour travail dissimulé, puisque les chauffeurs Uber sont considérés comme des tierces personnes, mais en réalité en raison d'un lien de subordination entre les chauffeurs et l'entreprise Uber, qui finalement dicte les choses à faire. Il y a déjà eu des procès qui ont requalifié les activités des tierces personnes en travail dissimulé. Ensuite, il y a également beaucoup de problèmes liés au durcissement de la législation et de la réglementation. Il y a des méfiances vis-à-vis des chauffeurs. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a eu des plaintes de clients pour accusation de rapt, d'agression, de sexisme, etc. Et donc, les gens et surtout les femmes, sont de plus en plus méfiantes des chauffeurs Uber, ce qui est complètement légitime. Et Uber, en raison de ces problèmes, ne bénéficie pas d'une très belle image de marque. D'autant plus que la presse est relativement efficace pour lier des scandales, qui en l'occurrence affectent Uber. Il y a également eu des grèves, donc image de marque relativement dégradée. Il y a eu des grèves occasionnelles des chauffeurs Uber en raison d'augmentations tarifaires et commissionnaires décidées unilatéralement par l'entreprise Uber. Je précise que il y avait eu un scandale puisque durant la nuit de la Saint-Sylvestre, alors il me semble que c'était en 2017, Uber avait décidé unilatéralement de multiplier, il me semble, par 10 tous les prix des courses. Pourquoi ? Parce que évidemment les gens avaient besoin de rentrer, etc. Et donc ça avait provoqué un tollé et ça avait aussi provoqué le mécontentement très légitime d'ailleurs des chauffeurs Uber, puisque les chauffeurs Uber ne décident pas des tarifs. Et donc il y a déjà eu des grèves ponctuelles des chauffeurs Uber en raison de ces décisions qui sont complètement excessives. Ensuite, il y a de plus en plus d'utilisateurs qui deviennent réticents, ou de potentiels clients qui deviennent réticents pour faire appel aux services proposés par Uber. Donc ça encore, j'en ai déjà parlé, mais il y a déjà eu beaucoup de plaintes pour accusation d'agression, de rapt, etc. Relayées par la presse et aussi dans les réseaux sociaux comme Facebook. Donc forcément, ça circule beaucoup. Ensuite, je l'ai déjà dit, mais la stratégie finale d'Uber, c'est de miser à fond sur les véhicules autonomes. Le jour où Uber parvient à cet objectif, Uber potentiellement, si ce jour adviendra un jour, Uber sera une très belle entreprise, probablement. Mais est-ce que les utilisateurs accepteraient d'être transportés par des véhicules totalement autonomes sans conducteur ? Est-ce que ça sera possible ? Est-ce que les gens accepteraient d'être conduits par des véhicules sans chauffeur ? Pour l'instant, je ne suis pas sûr que ça soit le cas. Et il y a déjà eu des problèmes. Il y avait déjà eu un accident comme ça lors d'un test Uber où il me semble qu'il y avait 1 ou 2 personnes qui sont justement décédées. Donc c'est encore une fois très mauvais pour l'image de marque. L'affaire a été un peu étouffée. Ça s'est passé aux États-Unis. Mais pour l'instant, on est encore très loin d'un niveau suffisant d'acceptation des utilisateurs à être véhiculé par des voitures autonomes. Est-ce que vous accepteriez qu'un véhicule autonome vous emmène d'un point A à un point B ? Maintenant, aujourd'hui,
Et ensuite, il y a également beaucoup de problèmes en termes de direction et de gouvernance d'entreprise. Il y a déjà eu beaucoup de personnes il y a eu beaucoup de rotation déjà depuis la création d'Uber au niveau de la gouvernance d'entreprise. Et donc ça, encore une fois, c'est assez mauvais, je dirais, pour la pérennité d'une entreprise. Contrairement, par exemple, à des entreprises familiales ou des entreprises tout simplement où la direction est très stable, comme par exemple, je pense à LVMH ou à L'Oréal, où les actionnaires où les dirigeants sont présents de longue date. Euh, Ensuite, dernière chose, sachez aussi que Uber a déjà vu son activité interdite dans plusieurs villes, comme à Londres par exemple, ou dans certains pays comme, si je ne me trompe pas, l'Italie. Oui, voilà, il y a l'Italie, il y a la Bulgarie et l'Australie du Nord. Donc, c'est un peu comme Airbnb. Il y a Airbnb qui a été interdite dans certaines villes, c'est pareil pour Uber, et malheureusement, la tendance, elle va plutôt en ce sens. Donc, c'est un problème. Et enfin, comprenez une chose, c'est que Uber, actuellement, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, l'entreprise Uber, elle se maintient, elle ne fonctionne qu'uniquement sur la confiance des investisseurs envers l'entreprise, la confiance des investisseurs envers le fait que l'entreprise puisse générer des bénéfices. Aujourd'hui, la société perd de l'argent, le résultat net est négatif, mais si les investisseurs, malgré plusieurs années de pertes consécutives, les investisseurs restent dans le capital de Uber, ce qui maintient quand même le cours boursier pour la seule et unique raison qu'ils anticipent un jour à l'avenir le fait qu'Uber réalise des bénéfices. La seule raison pour laquelle il y a encore des actionnaires dans Uber, enfin pourquoi il y a des actionnaires, c'est une anticipation de bénéfices. Mais pour l'instant, on est encore loin de cela en raison de tout simplement déjà de tout ce que je viens d'expliquer, en fait, tout simplement, du durcissement de la réglementation, de la législation, de la méfiance des clients et potentiels clients à faire appel au service Uber actuellement avec les chauffeurs et tous les scandales qui gravitent autour de cela, mais aussi à l'avenir, lorsqu'il y aura potentiellement des voitures autonomes. Et pour toutes ces autres raisons, en tout cas, pour l'instant, Uber, ça reste... Il n'y a rien qui est joué, selon moi. Ensuite, on va passer quand même, parce que là on a quand même beaucoup détaillé les risques, les menaces, mais on va quand même parler des opportunités et des perspectives d'avenir et des relais de croissance, puisqu'il y en a également. Alors, tout d'abord, Uber a pris d'importantes participations dans Bing Maps, donc c'est un service de cartographie qui appartient au groupe Microsoft. Ensuite, quelque chose de potentiellement intéressant, il est possible d'ubériser d'autres secteurs d'activité et de rechercher des nouveaux débouchés. Et actuellement, Uber est déjà en train de travailler sur tous ces nouveaux débouchés. Notamment, tout simplement, Uber travaille sur les projets Uber Jump, Uber Health, Uber Bike, Uber Elevate et Uber Copter. Donc, déjà, je vais expliquer un peu tout ça. Alors, Uber Elevate, déjà je vais parler d'Uber Elevate, c'est un projet de taxi aérien urbain, donc qui est dénommé Elevate, qui doit être testé en 2020 à Dubaï et aussi à Los Angeles. Ensuite, il y a le service Uber Copter, donc là c'est un service qui est en cours d'essai à New York. Le but c'est de relier l'aéroport John Fitzgerald Kennedy à Manhattan via hélicoptère. Donc, alors ça c'est très ambitieux, mais on peut ubériser d'autres secteurs comme j'ai déjà dit. Mais c'est relativement ambitieux selon moi. Ensuite, il y a également le service de livraison, je sais plus si c'est Uber Jump. Il me semble que c'est Uber Jump. C'est un service. Non, je l'ai pas écrit. Il y a un autre service qui est un service de livraison de repas par drone. Alors attention parce que Amazon avait déjà essayé la livraison de colis par drone, mais il y a beaucoup de contraintes réglementaires. Donc, il faut être méfiant vis-à-vis de toutes ces idées qui potentiellement ne sont pas réalisables, du moins pas maintenant. Il y a Uber Jump aussi, il me semble pas que je l'ai expliqué, mais c'est le service de location de mini-véhicules urbains en flotte libre. Actuellement, c'est non rentable, clairement. Pour l'instant, c'est non rentable. Mais s'il y a quelques concurrents cèdent, il y en a très peu, peut-être qu'Uber sera en situation de monopole et pourra augmenter les prix. Mais enfin, c'est pas encore dit. Il y a quoi? Il y a Uber Bike, idem, on peut louer des vélos. C'est tout simplement un service de location de vélos. Assistance électrique, je le précise. Il y a Uber Earth qui c'est tout simplement c'est un peu comme Uber, mais le but c'est de faire des courses pour planifier
les trajets entre les patients et les services médicaux, tout simplement. En partenariat, bien évidemment, avec les services de soins médicaux. Bref, tout ça, ce sont les projets de développement d'Uber, mais encore une fois, même si on peut ubériser beaucoup de secteurs d'activité, l'ubérisation ne peut pas toujours aboutir efficacement, pour beaucoup de contraintes réglementaires, de contraintes de rentabilité, etc. Ensuite, il y a eu beaucoup de scandales pour Uber, notamment avec les agressions, les choses comme ça. Uber a développé des outils de protection des utilisateurs, comme un bouton d'urgence sur l'application Uber. Comme ça, en cas d'incident durant une course, n'importe quelle personne peut appuyer sur le bouton d'urgence, ce qui va alerter les forces de l'ordre, etc. Et également, Uber, et c'est très bien, c'est une bonne chose, a décidé de rendre un peu plus drastique, je dirais, les procédures de recrutement des chauffeurs Uber. Il y a quelques années, n'importe qui, je dirais, quasiment, pouvait devenir chauffeur Uber. C'est comme ça qu'il y a des chauffeurs Uber qui étaient des ex-violeurs, typiquement, et c'est triste à dire, qui ont été chauffeurs Uber et qui ont violé des femmes, tout simplement. Ça, je dirais pas que c'est plus possible maintenant, mais en tout cas, Uber a renforcé tous ces contrôles. Malheureusement, l'image de marque est déjà très abîmée, je dirais, parce qu'il s'est déjà passé préalablement. Ensuite, mais c'est une bonne chose si l'entreprise continue de développer tous ces outils. Ensuite, quelque chose d'important, alors je l'ai dit, Uber fait face à beaucoup de contraintes réglementaires et juridiques, et c'est pas pour rien que Uber exerce beaucoup d'activités de lobbyisme pour influencer toutes les décisions gouvernementales. Uber est très présente notamment à Bruxelles pour influencer les décisions de la banque de la Commission européenne. Et donc Uber connaît bien le pantouflage et influence beaucoup la réglementation avec le lobbyisme. Il y a beaucoup de lobbyistes qui travaillent pour Uber. Et ensuite, il y a la vraie, la grosse, la majeure, la principale perspective d'avenir et l'objectif d'Uber, en fait, c'est tout simplement de développer, déployer sa stratégie de service Uber via des véhicules autonomes. Le but d'Uber, c'est de devenir rentable et de développer les courses par véhicule autonome. Puisque vous vous doutez bien, si Uber peut utiliser les véhicules autonomes pour réaliser ses courses, il n'y a plus aucun problème lié à la concurrence déloyale, a priori, avec les taxis. Il n'y a plus aucun problème d'agression, il n'y a plus aucun problème de travail dissimulé, de requalification des statuts des employés ou tierces personnes d'Uber. Il y a beaucoup de problèmes qui sautent si Uber parvient à miser sur les voitures autonomes. Et donc, c'est vraiment l'objectif numéro 1 du groupe à terme. Donc ensuite, quelque chose d'important que j'ai pas précisé, mais je tiens vraiment à le dire. Je vous ai dit que Uber, pour l'instant, ne réalise pas encore de bénéfices. Et si l'entreprise Uber existe encore, c'est parce que les investisseurs ont confiance en la capacité de Uber, du moins ceux qui sont investis dedans, ont confiance en la capacité de l'entreprise à générer du bénéfice à terme. Il faut savoir une chose, lorsqu'une entreprise se développe, lorsqu'il y a une nouvelle technologie ou une nouvelle innovation qui apparaît, souvent, dans la majorité des cas, l'adoption de la technologie, elle suit un cycle qu'on appelle le cycle de Moore, tout simplement. Et au moment entre les premiers adeptes de la stratégie et entre le moment où il y a déjà des adeptes de la technologie ou du service et le moment où il y a la plupart des gens qui utilisent ce service, il y a en général un gouffre. Et c'est un moment très critique dans le développement d'une entreprise. Or, actuellement, la question, c'est de savoir dans quelle phase du cycle d'adoption se trouve Uber. Est-ce que, pour l'instant, il y a seulement quelques adeptes qui ont vraiment adopté Uber, et quand je dis adopté, c'est vraiment accepté, etc. Ou est-ce que c'est la majorité qui a accepté Uber? Et on peut légitimement se poser la question. Et donc, aujourd'hui, Uber se trouve un peu entre les deux. Et entre les deux, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ce qu'on appelle un gouffre. Et en général, c'est un moment très critique dans le développement d'une entreprise, puisqu'il y a deux issues à cela. Soit la technologie ou le service est tout lié et on ne l'utilise plus, soit c'est un succès et à partir de ce moment-là, la majorité des personnes acceptent. Maintenant, la question, c'est de savoir si Uber a franchi ce gouffre de Moore. Vous pouvez taper sur Internet pour plus de détails. C'est aussi adopté en marketing, etc.
Mais la question, c'est de savoir si Uber a adopté le gouffre, a franchi ce gouffre ou pas. La question peut légitimement se poser. Est-ce que la majorité des personnes est-ce que la majorité est encline à utiliser Uber et ses services? Et je le rappelle, Uber a déjà eu beaucoup de démêlés avec la justice. Je l'ai pas dit d'ailleurs, mais en 2016, Uber a été victime d'un grand piratage informatique qui a au passage occasionné le piratage des informations de 57 millions d'utilisateurs. Voilà, l'image de marque d'Uber a été relativement entachée. Il y a également la réglementation européenne en 2017, je l'ai pas dit, mais elle s'est vraiment durcie, puisque la Commission européenne a retenu qu'Uber est une entreprise considérée comme une société de transport, et donc doit être soumise aux exigences de licence et d'agrément associés. Il y a eu des problèmes concernant, j'ai déjà dit, le comportement, la tenue des chauffeurs, parfois même l'état des véhicules. En tout cas, depuis 2009, depuis la création d'Uber, Uber a eu beaucoup de problèmes et a déjà accumulé plus de 200 millions d'euros de condamnations pécuniaires suite à des problèmes en justice. Il a fait l'objet d'environ 260 procès au moment où je tourne cette vidéo. Tout ça pour vous dire que c'est très compliqué de savoir si Uber va être une innovation et finalement un service adopté ou non. Et puis j'ai déjà dit, mais lors d'un essai de véhicule, et ça c'est relativement grave, lors d'un essai de véhicule autonome aux États-Unis, il y avait une personne, c'était une femme il me semble d'ailleurs, qui a été percutée et décédée, et c'était en Arizona d'ailleurs, ce qui a occasionné l'interdiction pure et simple en Arizona des essais Uber de véhicules autonomes sur voie routière. Donc je le rappelle, la stratégie d'Uber c'est les véhicules autonomes. Mais est-ce que la plupart des gens seraient d'accord pour être conduit par des véhicules autonomes, sachant que lors d'un essai, il y a déjà eu un décès, tout simplement, et que c'est le but de Uber, finalement. Donc, pour l'instant, pour moi, on n'a pas encore franchi ce gouffre de Moore, et pour moi, il est trop tôt pour se positionner sur Uber. Pour moi, il y a beaucoup trop peu de gens qui ont déjà adopté et accepté Uber. Pour moi, c'est beaucoup trop instable, pour le moment, pour se lancer, et investir dans cette entreprise. Donc maintenant on va passer à la suite. Ça c'est quelque chose qu'on utilise en stratégie d'entreprise également, mais je tenais à vous le montrer puisque pour moi il illustre parfaitement le cas d'Uber actuellement. Pour l'instant Uber c'est une technologie, c'est un service qui est pas encore suffisamment accepté pour tout simplement pour que ça soit un vrai succès entrepreneurial, je dirais. Donc maintenant, est-ce qu'il faut acheter oui ou non des actions Uber? Donc là, je vais vous expliquer certaines choses et après je vais vous dire si moi, oui ou non, je vais personnellement investir dans l'action Uber. Alors, est-ce que il faut acheter des actions Uber? Oui, si vous voulez réaliser un investissement qui est spéculatif, même très spéculatif, mais dont le potentiel de croissance est très important au long terme. Potentiellement, je vous ai dit, Uber, il y a deux solutions. Soit c'est le jackpot, soit c'est un fiasco. Si Uber devient rentable et que Uber arrive à développer tout simplement une flotte de véhicules autonomes, fiables et sécurisés que la plupart des gens accepteront d'utiliser, il est fort à parier que Uber aura un cours de bourse qui explosera à la hausse. Mais c'est hypothétique, c'est potentiel, c'est même peu probable, en tout cas maintenant ou dans les prochaines années. Donc, c'est un investissement qui potentiellement pourrait vous faire gagner beaucoup d'argent à un horizon de placement lointain. Quand je pense à lointain, je pense à minimum 5 ans, voire 10 ans. Mais c'est un investissement très spéculatif. Et retenez-le. Et en bourse, on gagne soit sur le cours boursier, soit sur le dividende, soit sur les deux. Mais vous n'aurez pas de dividende avec Uber. Et le cours boursier, si c'est un fiasco, vous perdrez votre investissement. Et si ça réussit, évidemment, vous gagnerez le jackpot. Ensuite, je dirais oui, acheter du Uber. Si Uber récupère à la fois une image de marque exemplaire, puisque l'image de marque a été bien, bien amochée, entre guillemets. Oui, si Uber s'exempte de tout démêlé judiciaire, je rappelle que Uber a eu plus de 200 procès, a déjà dû verser plus de 200 millions d'euros pour ces procès. Donc voilà, il faut que Uber s'affranchisse de tous ces démêlés judiciaires. Et surtout, ce qui importe, c'est est-ce que Uber va réussir à relever le défi des véhicules autonomes? Si Uber récupère à la fois son image de marque, s'exempte de tout problème judiciaire, et si elle parvient s'il y a un aboutissement, enfin si elle parvient tout simplement à utiliser les véhicules autonomes pour se développer, et je rappelle que c'est au cœur de sa stratégie à long terme, dans ce cas-là, probablement qu'Uber est un bon investissement. Donc évidemment, les véhicules autonomes devront être
opérationnel, fiable, sécurisé, très sécurisé et surtout accepté par les utilisateurs. Et à l'heure actuelle, j'ai déjà vu quelques sondages, il y a relativement peu de gens qui se sentiraient en sécurité dans un véhicule autonome conduit par aucun chauffeur. Donc ça, c'est un énorme problème selon moi, puisque c'est quand même un point essentiel de la stratégie du groupe. Ensuite, est-ce qu'il faut acheter des actions Uber? Alors, dans le côté non. Eh bien non, si vous recherchez un dividende stable et une source de revenus. Si vous cherchez des dividendes et que vous voulez une source de revenus, achetez des entreprises, des aristocrates du dividende, comme par exemple Coca-Cola, ou des entreprises comme Total, ou L'Oréal par exemple. Mais n'achetez pas des actions Uber ou des actions purement de croissance. Maintenant, si vous éprouvez une forte aversion au risque et que vous vous sentez sensible, je dirais, vis-à-vis d'une forte variation des cours boursiers, du risque, etc., en l'occurrence, je parle du risque de perte en capital plutôt, non pas tant de la volatilité puisqu'on parle de long terme, mais si vous êtes vraiment adverse au risque et que vous perdez vos moyens si au bout de 1 an ou 2, votre investissement a perdu 50%, perd 50% de sa valeur initiale, n'achetez pas des actions Uber. Potentiellement, ça peut beaucoup fluctuer, à la fois en termes de volatilité, court terme, mais aussi, je dirais, long terme pour Uber. Donc, si vous êtes sensible au risque, adverse au risque, n'achetez pas des actions Uber. Ensuite, je dirais, n'achetez pas d'actions Uber tant que l'entreprise n'a pas franchi le fameux gouffre de Moore, qui est ici, je le rappelle. Malheureusement, il est très difficile de savoir si quand l'entreprise franchira ce gouffre. Alors, très simplement, lorsque les services d'Uber seront acceptés par la majorité des personnes, on pourra considérer que Uber aura franchi ce gouffre. On peut déjà considérer qu'Uber a déjà franchi ce gouffre pour les VTC actuels, d'une certaine manière, mais pas complètement. Mais malheureusement, pour les véhicules autonomes, je ne pense pas que la majorité des gens acceptent les véhicules autonomes. Excusez-moi. Et ensuite, n'achetez pas des actions Uber si vous avez des opportunités d'investissement plus intéressantes. Personnellement, j'ai des opportunités plus intéressantes et je vais vous expliquer ensuite, je vais vous donner ma réponse définitive en ce qui me concerne juste après. Ensuite, sachez une chose, si vous achetez des actions qui sont libellées en devises étrangères, en l'occurrence en dollars, privilégiez l'achat lorsque le change vous est favorable. Pour l'anecdote, sur un horizon de 10 ans, la parité euro-dollar peut aller presque du simple au double. Donc, ça peut beaucoup fluctuer. Je crois qu'à l'heure actuelle, un euro est équivalent à 1,10 $ ou 1,15 $. Mais ça a déjà été bien différent. Voilà. 1 euro, c'est 1,10 $ américain. Je sais pas si on peut avoir l'historique. On peut avoir l'historique. Mais vous voyez que, par exemple, en 2008, 1 euro, c'était équivalent à 1,56 $. Alors qu'en 2001, ou en 2000, c'était équivalent, 1 euro, c'était équivalent à 0,84 $. Donc, c'est allé du simple au double entre 2000 et 2008. Donc, c'est important, mais c'est surtout important si vous achetez un gros volume d'actions. Souvent, on ne pense pas au taux de change, mais lorsqu'on achète des devises étrangères, lorsque vous achetez des actions Apple, des ETF américains, ou libellés en dollars en tout cas, ou tout simplement n'importe quelle valeur qui n'est pas cotée en euros, vous devriez, si vous achetez en gros en tout cas, vous intéresser au taux de change. Et ensuite, je l'ai déjà dit, mais l'entreprise Airbnb, qui est une forme d'ubérisation du secteur de l'hôtellerie, est confrontée à des problèmes réglementaires, tout comme Uber, voilà. Notamment pour accusation de concurrence déloyale, puisque les hôteliers eux aussi payent pour exercer leur activité. Mais peu importe, dans tous les cas, je vais vous donner ma réponse définitive que vous attendez dès maintenant. Est-ce que oui ou non, moi je vais acheter des actions Uber? Bon, peut-être que vous en doutiez, mais personnellement, je n'achèterai absolument pas d'actions Uber, mais je nuance mes propos. Si Uber devient rentable, il y a 2 conditions cumulatives pour moi. Trois conditions cumulatives. Si Uber devient rentable, Uber a une flotte de véhicules autonomes sécurisés et opérationnels. Et si Uber, pour sa flotte de véhicules autonomes, est accepté par la majorité des personnes, c'est-à-dire que les gens acceptent d'être véhiculés par ce genre d'engin, dans ce cas, il est probable que l'action Uber devienne intéressante, beaucoup plus qu'elle ne l'est maintenant, même si son cours boursier est beaucoup plus élevé. Parce que même si une action a déjà énormément grimpé en termes de cours boursier, rien ne l'empêche de grimper encore énormément à l'avenir. Il n'y a pas d'action trop chère, il n'y a pas d'action trop peu chère. Une entreprise qui est cotée aujourd'hui à 1 000 $ peut très bien grimper à 100 000 $,
au bout d'un certain temps, je vais vous donner un exemple très simple. Si on prend le fonds d'investissement de Warren Buffett, le fonds d'investissement de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, je précise que il n'y a jamais eu de division du nominal de l'action. Vous voyez que l'action Berkshire Hathaway est cotée à 263 000 $ américains. Bon, si quelqu'un avait dit qu'elle est trop chère lorsqu'elle était à 1000 $, il aurait probablement revu ses propos actuellement, puisque l'action est maintenant cotée 263 000 $. J'en profite pour le dire, il faut pas regarder le cours boursier d'une action. Par exemple, l'action Hermès, elle est cotée à 700 € à peu près, mais Hermès a déjà réalisé des divisions du nominal de son action. Donc, faut pas regarder le cours boursier d'une action. Mais peu importe, toujours est-il que personnellement, je n'achèterai pas d'action Uber, tout simplement parce que pour moi, le défi relevé par Uber est un peu trop ambitieux selon moi. Et pour moi, c'est un investissement trop spéculatif et trop risqué. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires, je répondrai avec grand plaisir. Si vous avez des remarques également, dites-les moi. Je les lirai avec grand plaisir. Puis comme d'habitude, likez, commentez, partagez, enfin faites comme vous voulez, vous êtes libre de choisir. Et abonnez-vous à la chaîne si pas déjà fait, que le contenu vous plaît, si vous le voulez bien. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.